Bien, donc c'est maintenant au tour de la veille de la vulnérabilité et de la cybersécurité du mois écoulé. Merci à Jérémy Decoq et ses acolytes qui ont peut-être aidé pour les transparents. C'est à toi. Alors bonjour, merci. Donc, comme d'habitude, on va commencer par le patch Tuesday du mois de janvier, donc publié par Microsoft. Donc, pour une fois, donc ça fait quand même plusieurs mois qu'on n'avait pas eu un patch Tuesday aussi léger. Donc là, on a un patch Tuesday qui contient aucun correctif pour une 0D. Bon, on a quand même des vulnérabilités assez critiques. On en a trois. Donc une liée à Kerberos, donc là, en fait, vous avez la possibilité, via une usurpation, via un spoofing ou un man in the middle, d'usurper en fait l'identité du serveur d'authentification Kerberos, d'usurper son identité et de du coup vous faire truster sur le réseau. Et donc là, cette vulnérabilité, elle affecte toutes les versions de Windows et Windows Server, donc à partir de 2008 et Windows 10 pour le poste. Ensuite, on a une RCE, donc une exécution de commande à distance sur l'hyperviseur de Microsoft. Donc là, pour le coup, qui est critique, mais qui nécessite quand même que vous ayez un accès sur le réseau, donc sur le réseau dans lequel se situe Hyper-V. Donc là, cette vulnérabilité, elle affecte les versions Windows 10 et 11 et Windows Server 18, 19 et 2022. Et ensuite, on a une RCE du côté de Microsoft Office, donc qui s'effectue en fait via des documents Office qui contiendraient des modèles 3D, donc format FBX. Donc cette feature, elle a été désactivée sur un bon nombre de versions. Donc vous avez quand même des versions dans lesquelles cette feature n'a pas été désactivée. Donc par exemple Office 2019, 2021 et LTSC pour macOS donc 2021, et sur Microsoft 365. Mais du coup, dans le patch, cette feature est maintenant totalement désactivée. Ensuite, une faille critique donc une 0D dans l'event log de Windows, donc qui est le journal d'événements de Windows. Et en fait, euh, donc c'était trouvé par un chercheur de sécurité qui a fait remonter en fait la faille à Microsoft, parce qu'en fait, il réussissait à faire crasher le service Event Log, qui est plutôt utile dans le cas d'une compromission pour effacer ses traces. Donc, le chercheur a remonté la faille à Microsoft, qui lui a dit que c'était tout simplement un bug et qu'il n'y avait pas à s'en faire. Donc, il a décidé de prendre les choses en main et de faire un POC pour leur montrer ce qui était possible de faire avec cette faille. Et donc, ce qui est dit dans le rapport, en fait, c'est que quand vous stoppez, le service event log, en fait, il crash, il se stoppe de manière inattendue, mais en fait, il redémarre tout seul, mais il fait seulement ça deux fois. Donc, c'est-à-dire au total, il peut redémarrer que trois fois, et ensuite, bah, il reste définitivement, il se stoppe définitivement, et tout ce qui est les nouvelles entrées, en fait, vont être stockées en mémoire et pour justement être réécrire dans l'outil réécrite dans l'outil, pardon, une fois que ce dernier redémarre. Mais bon, si vous êtes un attaquant et que vous éteignez la machine, forcément, vous flushez la RAM et vous n'avez plus de problème à ce niveau-là. Et donc, forcément, vu que Windows, enfin Microsoft, refuse de considérer cette faille comme étant autre chose qu'un bug, forcément, vous n'avez pas de patch lié à cette dernière. Donc, sur la plateforme Zero Patch, vous avez un patch non officiel. Et sinon, bah, attendez que Microsoft se réveille. Et donc, ça affecte les workstations supérieures à Windows 7 et les serveurs supérieurs à Windows Server 2008. Donc, au niveau du rappel du support, donc, je vous rappelle que sur la Windows 10 2019 LTST, vous êtes en fin de support. Donc, faites attention. Et après, vous avez encore un petit peu de temps pour la Windows 10 21 H2 qui deviendra obsolète dans le deuxième trimestre. Ensuite, on a une 0D du côté d'Apple, donc encore une RCE au niveau du WebKit. Donc là, globalement, tous vos appareils sont concernés, donc les téléphones iOS, iPadOS pour les tablettes, macOS pour les ordinateurs et tvOS. Donc
passé à 17.3. Donc la mise à jour disponible depuis quelques jours. Ensuite, si vous avez suivi la sortie de l'Apple Vision Pro, donc qui est le nouveau casque VR from Apple, donc juste pour la petite vanne qui est vendu au prix de 3 499 $, bah, vous avez sa première vulnérabilité kernel. Donc c'est pas la première parce qu'il y a déjà une vulnérabilité qui est sortie sur son OS, donc sur Vision OS. Donc vous avez donc un correctif, donc vous avez Vision OS 1.0.2 qui est sorti. Et donc, je vous conseille de suivre le lien. Vous avez quelques screenshots assez sympas. Et donc, là, en fait, tout simplement, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'une personne malveillante pourrait pousser des applications malveillantes et ou s'amuser à jailbreaker bah, son casque VR. Pour le côté jailbreak, ça peut peut-être vous intéresser. Ensuite, une vulnérabilité qui touche Linux, donc globalement une bonne partie des distributions donc Linux, donc la vulnérabilité bootloader Shim. Donc en fait, Shim, si vous ne savez pas, c'est donc un bootloader qui est maintenu par Red Hat et qui est signé par Microsoft, donc c'est quelque chose de confiance. Et en fait, qu'est-ce qu'il apporte Shim? En fait, il va se lancer avant Grub, donc le char d'amorçage Grub. Et ensuite, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous apporter la prise en main du Secure Boot. Donc, je le rappelle, mais ce qui permet de faire démarrer uniquement des logiciels qui ont été approuvés par le fabricant de votre machine. Et donc, forcément sur l'UEFI. Donc, c'est quelque chose qui est utilisé sur Debian, sur Ubuntu et y compris sur Red Hat. Et donc là, en fait, vous avez une vulnérabilité de type out of bounds write. Donc, je vais vous expliquer rapidement c'est quoi, parce qu'on va la retrouver. Bon, je vais quand même en parler plusieurs fois dans les slides. Vous avez ce type de vulnérabilité qui a été redondant un peu dans ce mois de janvier. Donc, c'est lorsque vous faites une écriture en dehors des limites d'une zone mémoire, donc une zone mémoire qui était allouée pour votre application. Donc là, par exemple, dans HTTP boot.c, donc qui est une fonction qui va vous permettre en fait de charger une image réseau donc via HTTP. Donc, le scénario le plus courant, c'est que vous avez un serveur PXE qui va vous partager un ISO sur lequel vous montez. Soit ça, soit un DHCP qui va fournir l'adresse d'un serveur HTTP pour que vous puissiez aller récupérer l'image. Et donc là, en fait, dans ce scénario, vous avez du coup trois possibilités, soit d'infecter un serveur PXE, prendre le contrôle d'un serveur PXE, soit d'effectuer une attaque par le milieu et de jouer avec les requêtes HTTP échangées entre la machine et le serveur HTTP, ou sinon en local, vous pouvez jouer avec le registre, avec les variables EFI et la partition EFI de la machine pour exécuter forcément vos commandes en tant que système, parce que là où on en est, vous avez pas encore, le kernel n'a pas encore été chargé, donc au niveau permission, vous êtes au summum. Et donc là, au niveau des recommandations, il est recommandé de passer sur la version 15.8 de Shim. Et également conseillé de révoquer, enfin, l'ensemble des applications trustées au niveau du Secure Boot. Donc vous avez une commande, donc par exemple sur Debian, vous faites un apt install fwupd, et ensuite bah, vous faites la commande qui suit pour révoquer la liste et la regénérer. Ensuite, une évasion de privilèges donc, dans la bibliothèque glibc. Donc là, cette fois, on a un buffer overflow dans le tas, donc qui se situe au niveau de la fonction v6log internal. Donc c'était une fonction qui est utilisée entre autres par syslog et v6log. Donc c'est ce qui va vous permettre en fait d'effectuer vos écritures dans les journaux. Et grâce à cet overflow, bah, vous avez la possibilité de devenir root sur la machine. Et donc, ce qui a été dit, c'est que cette vulnérabilité, elle a été introduite dans la version 2.37 qui est sortie en août 2022. Donc, ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est présente. Donc, faites attention. Assurez-vous d'avoir mis à jour vos machines. Bon, après, j'espère qu'elles ont été mises à jour depuis. Euh,
Et donc là, au niveau des machines vulnérables, bah, ça affecte les dernières versions de Debian, les dernières versions d'Ubuntu, et même chose pour Fedora. Ensuite, donc, ce que je vous disais, on a encore un out of bounds, donc cette fois pour une vulnérabilité sur Chrome, donc dans son moteur JavaScript V8. Et bah, vous avez les différents patchs pour Linux, Windows et macOS. Ensuite, forcément, que j'allais en parler, donc une faille critique qui a été trouvée sur GitLab. Donc, la bonne chose, c'est qu'elle a été trouvée lors d'un bug bounty. Donc, on n'a pas d'exemple d'exploitation avant le rendu public du rapport de bug bounty. Euh, donc, c'était le bug bounty des solutions de GitLab. Et en fait, qu'est-ce que vous permet de faire cette faille? En fait, elle vous permet de réutiliser le mot de passe de n'importe quel compte, forcément d'un compte existant. Donc, le seul prérequis, bah, c'est de connaître une adresse mail valide. Par exemple, je vous ai mis là le payload, donc l'URL malveillante à taper pour ce faire. Donc, vous précisez le mail de votre target, vous précisez le mail à qui vous voulez envoyer le mail de réinitialisation du mot de passe, et bingo, vous recevez le mail, vous pouvez changer le mot de passe et le compte est à vous. Donc ça affecte les dernières versions enfin, dernières avant le patch de GitLab Community Edition et l'Enterprise Edition. Donc évidemment, si vous aviez le MFA d'activer, même si l'attaquant était capable de reset votre mot de passe, il était toujours bloqué par votre MFA, par votre deuxième facteur. Ensuite, bon, j'ai trouvé que celle-là, il y a eu un peu moins de bruit sur cette faille, mais une faille qui se situe au niveau de Mastodon, mais sur les versions, les versions hébergées. Donc en fait, vous aviez la possibilité de prendre le contrôle de n'importe quel compte. Donc comment? C'est une technique qui, donc en anglais, se traduit par Origin Validation Error. Donc en français, ce qui se traduirait par un mauvais contrôle des entrées, enfin un mauvais contrôle de l'origine des saisies. Et donc la possibilité de prendre le contrôle de n'importe quel compte grâce à des requêtes forgées. Et donc il n'y a pas eu plus d'infos à ce sujet. Donc normalement, on aura un petit peu plus d'infos venant de Mastodon le 15 février 2024. Si je trouve que les infos sont pertinentes, je peux vous en parler dans un mois. Et vous avez bah, toutes les branches vulnérables avec leur patch. Et du coup, bah, ça a permis à Mastodon de nous révéler quelques infos en plus, donc liées à cette CVE, mais du coup également à deux autres failles critiques qui ont été patchées dans l'ombre. Donc on a une faille type déni de service et une autre de type RCE. Ensuite, on a une faille dans un plugin de WordPress, donc dans le plugin Better Search Replace. Donc globalement, pour vulgariser ce que fait ce plugin, il vous permet de faire un gros CTRL-F, donc recherche et remplacer dans vos bases de données. Donc c'est un plugin qui est super populaire bah, grâce aux optimisations qu'il propose. Et donc là, au niveau de la vulnérabilité qui l'impacte, c'est une PHP Object Injection. Donc en fait, pour vulgariser, c'est une déserialisation non contrôlée, non sécurisée. Donc le plugin en soi est pas vulnérable. Ce qui permet d'exploiter la vulnérabilité, c'est en fait d'avoir une chaîne ROP qui est comprise en fait, qui est possible grâce à un autre plugin item installé sur votre WordPress. Donc donc la chaîne POP, en fait, c'est tout simplement ce qui va vous permettre d'enchaîner plusieurs gadgets dans le code et qui va vous permettre d'obtenir la RSE du coup sur le plugin Better Search Replace. Et donc la version patchée, donc, qui est 1.4.5. Ensuite, on a deux vulnérabilités critiques dans Jenkins. Donc là, pour le coup, des vulnérabilités qui sont fortement exploitées dans la nature. Euh, donc, c'est des vulnérabilités qui ont été découvertes en novembre 2023, mais en fait, les news quant à ces vulnérabilités bah, sont assez récentes, fin janvier. Et du coup, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Elles permettent d'accéder tout simplement aux données
l'héberger sur votre serveur Jenkins et dans le pire des cas, d'obtenir une exécution de code à distance. Donc la première CVE, c'est une vérification incorrecte des entrées de ces bibliothèques, donc Argus 4G, donc qui permet à un attaquant non authentifié d'obtenir la permission override. Donc cette permission, globalement, c'est les permissions qu'ont n'importe quel user connecté sur le serveur. Donc vous n'êtes pas admin, mais vous êtes quand même vous passez de personne non authentifiée à une personne totalement authentifiée et trustée sur Jenkins. Et ensuite, vous avez donc la CVE 2024 23989 qui est une cross-site WebSocket hijacking. Donc en fait, tout simplement, vous avez un handshake, donc, traduit en français, une poignée de main donc, qui est faite avec votre WebSocket. Et en fait, la vulnérabilité vient du fait que la gestion des sessions, elle repose sur les cookies HTTP. Et donc, forcément, vu que ces derniers ne contiennent pas de jetons CSRF, et ben forcément, vous avez possibilité de les rejouer et de les altérer, et du coup, d'exploiter la vulnérabilité. Et donc, au niveau des mises à jour, vous avez la liste en bas. Ensuite, Docker Escape avec Leaky Vessels. Donc, Leaky Vessels, c'est pas juste une vulnérabilité, c'est 4 CVE en fait. Donc, vous avez la liste en bas. La plus critique, entre guillemets, c'est la CVE 2024 21626. Donc, en fait, bon, je vous l'ai vulgarisé en ligne, même si c'est assez intéressant, donc je vous conseille de regarder ça. Je vais vous éviter les notions de ces groupes namespace et autres, mais ça vous permet en fait de définir le répertoire du travail du conteneur à un emplacement situé sur votre autre. Donc forcément, là, vous n'avez plus de notion d'isolation et ça vous permet d'échapper du contexte de votre Docker. Donc, ces vulnérabilités-là, elles impactent donc deux outils, donc RunC, donc qui est l'outil CLI pour, euh, pour Docker et Kubernetes, et l'outil BuildKit. Et donc là, on peut imaginer en fait la propagation justement d'images malveillantes qui permettrait justement de monter ces images euh, tout en, euh, tout en justement bypassant cette notion d'isolation. Et du coup, justement, après, si vous arrivez à obtenir un accès sur le Docker via un autre applicatif vulnérable, forcément, vous aurez la possibilité de rebondir sur l'autre. Donc, vous avez tous les patchs et vous avez une vidéo donc, de démonstration qui est assez intéressante. Je conseille de la regarder. Ensuite, forcément, vous avez pas mal donc ça fait beaucoup de bruit, vous avez pas mal de 0D qui sont sortis sur Eventy Connect Secure. Enfin, cette solution et pas que, vous avez aussi Eventy Policy Secure Gateways et Eventy Neurons. Donc, globalement, pour pas dire toutes les solutions Eventy Secure. Donc là, en fait, donc, il y a deux premières CVE qui sont sorties. Vous en avez une qui permet en fait de faire un bypass de authentification et vous avez une injection de commande, donc ça commence bien. Donc globalement, grâce à ces deux-là, vous avez la possibilité d'exécuter du code sur le système, même si vous n'étiez pas authentifié au préalable. Et ensuite, quelques jours après, vous avez deux autres CVE qui sont sortis. Donc vous avez une SSRF pré-haute, donc Server-Side Request Forgery. Donc je le rappelle, c'est ce qui permet en fait d'inciter le serveur à effectuer des requêtes vers des services internes ou externes même. Donc, ce qui vous permet entre autres, par exemple, de faire du scan de port ou de l'énumération en interne. Et donc, vous avez celle-là. Et la CVE 2024 21 893 qui permet d'élever vos privilèges sur la machine. Là, pour le coup, il fallait être authentifié. Et du coup, permet bah, à la suite d'effectuer des actions d'administration sur la machine. Donc, vous avez des patchs qui ont été disponibles. Donc, ce qui est assez drôle, c'est que au moment où les patchs ont été rendus disponibles, le site est littéralement tombé. Euh,
Donc, en fait, le Ivanti propose un outil qui s'appelle ICT, donc Internal Integrity Checker. Donc, c'est leur solution made, donc qui permet en fait de scanner les équipements et de s'assurer qu'ils n'ont pas été, qui ont pas été altérés. Mais en fait, faut pas réellement faire confiance à cet outil parce qu'en fait, c'est un script Perl qui va juste en fait vérifier, qui va calculer l'empreinte d'une liste de fichiers prédéfinis dans l'outil, qui va calculer les empreintes, les MD5 de ces fichiers, qui va les comparer avec la base et qui va voir s'ils ont été altérés ou pas. Mais bon, si on se, si on reste sur cette pratique-là, en fait, bah, si un attaquant a réussi à s'introduire sur la machine, il peut facilement justement modifier le contenu de la base d'ICT et soit changer les valeurs des MD5 pour remonter aucune alerte, soit stopper le service. Donc globalement, en fait, ce qui est conseillé par Ivanti, c'est réinstaller vos équipements parce que vous n'êtes pas sûr qu'ils soient safe même après avoir fait un clean dessus. Ensuite, on a une vulnérabilité donc sur Joomla. Donc là, c'est simple. En fait, vous aviez accès à l'API sans authentification préalable. Donc, via l'API, vous aviez la possibilité d'en monter un ensemble d'informations sur la configuration du serveur. Et qui dit configuration dit que vous aviez même la possibilité de récupérer le mot de passe de l'administrateur, donc disponible en clair. Je ne sais pas si c'était en clair ou stocké mais de façon pas très sécure sur la machine. Donc, si vous récupérez le mot de passe de l'administrateur, bah, c'est tout bon pour vous. Et donc là, donc, au niveau des versions, donc, tout ce qui est entre 4.0.0 et 4.2.7 sont touchés. Donc là, j'ai mis une image donc Café Vlad que j'ai trouvé assez sympa. Donc qui disait globalement avec tout ce qui s'est passé, c'est une rude année. Et Tintin qui répond au Captain Haddock, bah non en fait c'est que février et en plus les Jeux Olympiques arrivent. Donc c'est vrai, c'est un mois de janvier assez chargé. Donc je pense que cette année on va pas s'ennuyer malheureusement. Et ensuite on a une vulnérabilité donc une 0D sur Juniper. Donc globalement qui vous permettent de prendre le contrôle de n'importe quel routeur EX Series et firewall SRX Series. Je vous ai pas mis la liste là des versions vulnérables. Je vous laisse aller voir sur le site parce que la liste est beaucoup trop longue. Et donc en plus pour la prise de contrôle sans authentification requise. Donc c'est assez fou. Et donc là en fait cette vulnérabilité se situe au niveau du JWeb Access. Donc JWeb Access c'est l'interface web utilisée sur Junos OS. Donc, Junos OS c'est l'OS sur lesquels tournent ces solutions. Et donc là, c'est pareil, donc il a été dit par le propriétaire de la solution que on avait pareil un not of bounds right vulnerability. Donc, ce que je vous disais, c'est un peu le type de vulnérabilité du moment. Ensuite, Ivanti, c'est pas fini parce que du coup, donc là, c'était pas quelques jours, mais une semaine après, quelque chose comme ça. Il y a une XML External Entity qui donc unauthenticated, donc qui ne requiert pas d'authentification, qui est sortie sur les solutions Ivanti Secure, donc qui affecte les branches 9X et 22X de Ivanti Connect Secure et Ivanti Policy Secure. Donc juste pour rappel, XML External Entity permet en fait à un attaquant de manipuler le traitement des données XML qui va être fait côté serveur. Et donc, c'est assez critique. Ensuite, on a une vulnérabilité de type RCE, oh, je vais y arriver, qui requiert pas d'identification. Donc, du côté des firewalls Fortinet, donc pareil, toujours causé par un out of bounds right. Donc, dans la fonctionnalité SSL VPN. Donc là, ça impacte la version 7.6, non, juste la version 7.6 de FortiOS qui n'est pas affectée par cette vulnérabilité. Mais vous avez la possibilité en fait de désactiver cette feature. Donc, si vous voulez pas évidemment appliquer le correctif. Ensuite, donc là, on a fini du côté des vulnérabilités.
là, on va passer du côté donc des grands événements qui ont eu lieu au cours du mois de janvier. Donc, on va commencer avec le piratage qui a été effectué chez Hewlett Packard Enterprise. Enfin, on va pas parler du piratage en lui-même parce il a été annoncé relativement tard, même s'il a eu lieu en mai 2023, donc il a été annoncé fin janvier. Donc en fait, ce qui a été annoncé par l'entreprise, c'est qu'il y a eu une compromission de leur environnement de messagerie Microsoft Office 365, donc qui est APT29, donc un groupe russe probablement étatique qui sera à l'origine de cette intrusion. Donc ça, c'est un point, mais le point en fait relativement important qui éveille les soupçons autour d'HPE, donc de Hewlett Packard Enterprise, c'est que donc, normalement juste leur environnement de messagerie avait été compromis, mais un groupe donc nommé Intel Broker a mis en vente récemment donc, sous forme de package donc assez lourd sur le dark web un ensemble de mots de passe, de log system, de fichiers de configuration, de tokens, donc, et d'accès de façon générale à des environnements de développement et d'intégration continue, qui du coup veut dire que potentiellement il y a eu une autre intrusion qui a été faite et qui du coup serait même pas forcément seulement liée à PT29, ou du moins soit n'aurait pas été revendiquée, soit enfin serait restée dans l'ombre, ou peut-être n'a juste pas été annoncée par Hewlett Packard Enterprise. Et donc, ils se sont exprimés et ont dit que dans tous les cas, il semblerait que ces données soient juste liées aux environnements de test et que du coup, il n'y aurait pas besoin de s'en faire quant aux environnements de production. Donc, à suivre. Ensuite, donc ça, c'est Kaizeka, donc c'est un ransomware qui stoppe votre AV. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, vous avez une solution d'antivirus nommée virt.it Explorer, donc qui est un antivirus italien, qui, du coup, juste pour le prérequis, en fait, a un agent donc pour son antivirus qui se nomme virt.it Agent, donc qui est signé par la compagnie, et qui dispose d'un pilote, donc le fameux pilote Martini. En fait, il fonctionne d'une façon, donc je ne me suis pas penché dessus plus que ça, mais en fait, ce pilote, il va vous permettre de killer l'antivirus présent sur votre machine. Donc, ce qui va lui permettre de prendre le lead sur votre machine. Et en fait, le groupe KCK, ils utilisent ce pilote actuellement pour l'utiliser sur la machine de leur cible, pour killer les antivirus, mais pas que, parce que du coup, ça fonctionne aussi avec les utilisateurs système, outils d'analyse et globalement pas mal de choses, et malheureusement, ce qui fait votre sécu. Donc, va killer donc jusqu'à 991 procès différents. Vous avez la liste qui a été faite qui est disponible dans un délire en bas. Donc, ils font ça pour killer les solutions de sécu. Ensuite, ils font globalement ce que font n'importe quel groupe propageant un ransomware, ils chiffrent vos données et ensuite vous réclament de l'argent. Donc là, pour le coup, au niveau du scénar, s'ils demandent 50 bitcoins. Mais donc, c'est assez fou. Il faudrait que je regarde un petit peu plus le fonctionnement du fameux pilote Martini. Je vous laisse aussi regarder. Ensuite, donc Hyundai Motor Europe qui a été victime de Black Basta. Ça, on en a parlé le mois dernier. Solution qui permet justement de casser une partie de l'algorithme utilisé par Black Basta pour aller déchiffrer une partie de vos données. Malheureusement, ce que je vous avais dit il y a un mois, c'est que le groupe a corrigé cette vulnérabilité dans leur algorithme de chiffrement. Et donc, malheureusement, toutes les nouvelles victimes de Black Basta sont forcément ne pourront pas utiliser l'outil de déchiffrement en question. Et là, on parlerait de 3 Tera de données volées, donc qui concernerait des départements spécifiques. Donc, si on se réfère au nombre des archives disponibles dans le leak, donc le service juridique, commercial, RH, oh non, c'est pas compatibilité du tout, c'est comptabilité, et le service informatique. Et Hyundai Motor Europe, c'est pas encore exprimé dessus.
Ensuite, une attaque par intelligence artificielle 2.0, on va dire. Donc, une arnaque au président qui a été faite avec du deepfaking. Donc, en fait, c'est assez fou. Il y a un employé dans une entreprise à Hong Kong qui a reçu une demande pour rejoindre un visio. Donc, c'est son directeur de financier qui lui a demandé d'assister à une visioconférence en urgence, entre guillemets. Donc la personne a trouvé ça un peu suspect, elle s'est connectée et en fait a vu que dans la visio, il y avait plusieurs de ses collègues qui étaient également connectés. Donc elle s'est dit, bon, bah, j'ai pas le nombre exact, mais bon, supposons qu'ils étaient cinq, on est cinq, donc globalement, j'ai pas besoin d'estimer qu'il y a un risque dans cette visio. Donc la personne était relativement rassurée. Et en fait, le faux directeur financier, parce qu'en fait, tout le monde, sauf l'employé en question, était du coup généré et géré par l'intelligence artificielle, donc par du deepfaking. Et donc, le faux directeur financier a demandé à l'employé de lui transférer 25 millions de dollars, donc sur une quinzaine de transactions sur 5 comptes différents, donc ce qu'a fait l'employé. Et donc, à la fin de la réunion, l'employé a téléphoné à un de ses collègues pour lui demander quelque chose. Et bah, en fait, c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte que la réunion avait eu lieu avec des personnes qui n'étaient pas celles des personnes promises. Et donc, qui s'est rendu compte de la supercherie. Et il n'y a pas eu, enfin, au niveau de l'entreprise, ils disent que potentiellement, l'IA, enfin, le modèle qui a été utilisé pour générer ces personnes se baserait sur une quantité de vidéos assez importante disponibles sur YouTube. Donc les vidéos où on peut voir les employés, également entendre les employés, et donc que c'était comme ça que le modèle avait été entraîné. Donc c'est quand même assez dingue, se dire que maintenant en fait, un attaquant va pas chercher juste à vous rassurer avec une personne que vous connaissez ou autre, mais va carrément en fait vous créer tout un environnement de confiance, va essayer de reproduire tout un environnement de confiance pour s'assurer qu'il arrivera à ses fins. Donc c'est quand même assez fou. Donc là, on part du côté des fuites de données. Donc une fuite de données qui a eu lieu donc chez Anydesk. Donc potentiel supply chain attack. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. En fait, déjà, c'est une fuite de données qui est assez coûteuse pour l'entreprise. Parce qu'en fait, déjà, ils se sont fait voler une bonne partie de leur code source. Et ensuite, les attaquants ont eu accès à une partie donc des bits-clés qui sont utilisés pour signer les exécutables poussés ensuite sur leur site, donc les exécutables Anydesk. Donc, je vous rassure, les certificats donc, qui sont associés à ces bits-clés depuis ont été révoqués. Mais en fait, même si ils suspectent une intrusion qui aurait eu lieu fin janvier, il n'y a aucune assurance qu'il n'y ait pas eu que l'intrusion ne soit pas passée avant. Donc la question, c'est si les attaquants ont eu accès donc aux clés de signature des exécutables Anydesk, est-ce que ça fait pas plusieurs mois qu'ils sont sur infra? Est-ce qu'ils ont pas, ça fait pas plusieurs mois qu'ils poussent des exécutables Anydesk vulnérables? Donc ça, c'est une grande question, même si de ce que je vois, Anydesk essaie quand même de rassurer. Bon, enfin, il faut quand même passer du coup sur la version la plus récente pour être sûr déjà que l'exécutable Anydesk soit sûr, parce que du coup, forcément, il y a sur la dernière version, les équipes ont utilisé le nouveau certificat qui a été généré pour l'occasion. Donc là, vous avez une capture qui vous montre le certificat avant et après. Donc on peut voir que il a été généré le 27 janvier 2024, donc un dimanche en plus. Donc ils sont efficaces. Et donc, on parle quand même d'une solution qui touche pas loin de 170 000 entreprises, dont des gros comme Nvidia, Siemens, Samsung et beaucoup d'autres. Donc, enfin, faire attention. J'espère qu'il y aura une certaine transparence du côté IDES qui remarque que l'intrusion a eu lieu avant, parce que faudrait pas qu'on soit
qu'un qu'une nouvelle supply chain massif ait lieu, donc affaire à suivre. Et si j'ai des infos, je vous les dirai le mois prochain, enfin dans 2 mois. Ensuite, donc une fuite de données donc chez Cloudflare, donc je pense que tout le monde connaît Cloudflare, hein, c'est un des plus gros CDN donc du monde, donc qui aurait été piraté en novembre dernier. Donc on commence juste à avoir les infos là. Ça situerait en fait donc un piratage qui a eu lieu pas longtemps après le fameux piratage chez Okta. Donc je vous rappelle, on en avait parlé à l'OCIR. C'est une attaque qui a permis de récupérer un bon nombre de tokens, donc pour permettre en fait de se connecter chez les différentes cibles. Et Cloudflare malheureusement était un de leurs clients. Euh, et donc grâce à ces tokens qui du coup n'ont pas été n'ont pas été changés à temps, les pirates ont pu avoir accès à une bonne partie des outils utilisés par Cloudflare, dont Atlassian Confluence, donc, qui permet d'héberger toute leur documentation et toutes leurs procédures. Ont permis du coup d'accéder à Atlassian Jira, donc, qui contient tous leurs tickets, donc, que ce soit les évolutions, les bugs, les failles, les patchs, et j'en passe. Et également, du coup, de leur dépôt de code qui bah, forcément a permis aux attaquants de récupérer l'ensemble de leur code source. Donc j'aurais pu rajouter fuite de données massive dans le titre, parce qu'on parle quand même d'une grosse partie de leur R&D. Ensuite, forcément, je vais en parler, donc la fuite de données qui a eu lieu donc, dans un premier temps chez Viamedis et ensuite chez Almeris. Donc en fait, ces deux sociétés donc s'occupent en fait de la gestion du tiers payant d'un bon nombre de complémentaires santé, dont Malakoff Humanis. Et donc en fait, juste avec Viamenis, on parlait quand même d'une fuite de données qui a impacté pas loin de 20 millions d'assurés. Donc ça peut être vous, ça peut être moi, donc une bonne partie selon un mutuel de votre entreprise. Mais de toute façon, si vous êtes concerné, vous avez dû recevoir un mail vous faisant un peu le résumé de la situation, donc de la part de vos complémentaires. Euh, et donc ensuite, donc Almeris, qui a fait la différence des millions restants. Et donc la fuite de données comporte des infos, des informations relativement sensibles, donc votre numéro de sécurité sociale, votre date civile, votre date de naissance, les coordonnées euh, de la personne qui se charge de vous assurer, ce genre de choses. Donc, il a été du coup, quand même confirmé par ces sociétés qu'il n'y a aucune donnée bancaire qui est présente dans les leaks et que les attaquants n'ont pas eu accès à cette partie. Mais bon, le seul risque, au-delà de vos informations qui sont maintenant entre les mains donc des personnes qui en sont à l'origine, c'est également du coup de faire attention à d'éventuels futurs phishing. Ensuite, donc ça, c'est une situation assez cocasse. Donc, la société, donc Mercedes-Benz, ouais, donc c'est un employé en fait de la société Mercedes-Benz qui a poussé dans leur dépôt Git public, attention, public, euh, son jeton d'authentification, donc pour accéder du coup au fameux dépôt, au dépôt GitHub privé. Et donc, le token enfin, le jeton d'authentification est disponible sur le Git public depuis septembre 2023. Et donc, globalement, si vous l'avez, vous avez la possibilité d'accéder à leur dépôt privé et de récupérer l'ensemble donc, des clés d'accès cloud, clés d'API, bah, forcément documentation, code source et même identifiant, donc, qui sont stockés donc, dans le dépôt Git privé. Donc, je le rappelle, mais même si vous avez un dépôt Git qui est privé, donc GitHub, GitLab, ce que vous voulez, même si le dépôt est privé, ne poussez jamais vos secrets dans des dépôts. Et même si vous les voyez et que vous les supprimez, bah, faites attention parce que justement, le but de Git, c'est que vous avez un versionning de vos fichiers. Donc, même si à l'heure actuelle, vous n'avez pas vos secrets
vos secrets sont pas présents dans votre dépôt, bah, potentiellement dans l'historique, il y a possibilité de les récupérer. Donc faites attention. Et donc forcément, bah, il y a eu des rebonds grâce à ces accès, des rebonds sur d'autres serveurs et autres, donc assez fou. Et donc, évidemment, le jeton a été révoqué, même si bon, j'ai envie de dire c'est un peu trop tard. Et le dépôt Git qui était public bah, a été supprimé. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les autres secrets donc, qui ont été victimes de cette fuite de données ont été modifiés? J'espère pour eux. Ensuite, au niveau des pannes, donc, un groupe turc donc, nommé Turk Actim qui, on va dire, entre guillemets, s'amuse à s'attaquer à des infrastructures françaises, dont la Poste, le Crédit Agricole, et de ce que j'ai vu, sont également attaqués au site de l'ANSSI. Euh, et donc, en fait, leur revendication, c'est de viser à protester contre un projet de livraison d'armes qui a été fait entre la France et l'Arménie. Donc un accord, bon, là, je l'ai juste mis un but informatif, donc, qui a été donné par la France au mois d'octobre 2023. Et donc bah, leur but, c'est de continuer à s'attaquer aux infrastructures françaises. Bref. Euh, Ensuite, donc ça, c'est un cas dont on a parlé dans une réunion de dossier il y a un an, donc le 14 février, donc à un jour près. Euh, donc un cas dont on a parlé, donc en fait un hacker finlandais donc, qui s'est amusé en 2020 à s'attaquer à plus de 25 centres psychothérapie, qui aurait du coup bah, exigé derrière une rançon par rapport aux données qu'il avait volées, parce que forcément il avait rendu l'accès aux données indisponibles, donc à pas loin de 22 000 patients. Et donc en fait, il s'est fait globalement choper, je vais vous expliquer après pourquoi. Et du coup, en fait, il est parti en France. Donc, euh, Alexandre Terry Kivimaki. Il est parti en France. Il s'est renommé Julius Kivimaki. Bon, il a quand même gardé son nom de famille parce qu'il en est fier. Il est parti, même pour préciser, il est parti à Courbevoie, donc refaire sa vie en France. Et il a été arrêté de façon toute. Qui en a parlé? Non. Ok. Donc il a été arrêté parce que il y a eu une dispute avec sa copine et l'ami de sa copine a eu peur qu'il agisse de façon violente. Donc il a été arrêté à ce moment-là et forcément en croisant bah, toutes les infos, bah, ils ont pu bah, retracer son historique, comprendre que bah, c'était Alexandre Terry Kivimaki. Et donc, en fait, il y a eu un petit peu plus d'infos. Il y a le rapport de la police finlandaise, donc le NBI. Je ne me suis pas trompé, hein, c'est bien NBI, qui a fait un rapport et qui a expliqué comment, en Finlande, ils ont réussi à croiser différentes infos pour remonter jusqu'à l'identité du hacker. Bah, en fait, ils ont pu remonter sur plusieurs serveurs, dont les serveurs qui ont permis d'effectuer les attaques sur les centres de psychothérapie. Et en fait, il y a une photo, donc la photo que vous pouvez voir là tout en bas à droite, donc la main qui tient un improvisateur, qui a été uploadé sur un forum finlandais, et qui a été uploadé depuis un serveur justement qui avait été saisi par le NBI parce que euh, actif utilisé pour les attaques sur le centre de psychothérapie. Et donc, grâce à cette image, ils ont pu reconstruire l'empreinte digitale de la personne et remonter jusqu'à l'identité d'Alexandre Terry. Donc, faites gaffe à ce que vous publiez et également à partir de quoi vous les publiez, surtout maintenant. Et donc là, vous avez le lien qui amène vers le site de la police en Finlande qui détaillera l'info beaucoup mieux que moi. Donc ensuite, au niveau des outils, donc on a fini au niveau des grands événements majeurs qui ont eu lieu au cours du mois. Donc deux outils, donc pour plus pousser pour les Red Team. Donc GTF Obit, donc je pense que ça,
si vous êtes familier avec tout ce qui est CTF, vous connaissez, en fait, ça vous permet, vous avez toute une liste de binaires donc, disponibles sur Linux. Vous mettez le nom dans la barre de recherche, ça vous dit, grâce à un SID présent par défaut, SSID, pardon, une capabilities spécifique, ou si, grâce à un sudo présent sur la machine ou autre, vous avez la possibilité en fait d'élever vos privilèges grâce à ce binaire. Donc le problème, c'est que GTF Obin, c'est juste centré sur les binaires Linux. Donc là, vous avez l'outil GTO Now, qui est la version GTF Obin version CLI, donc qui est un tool fait en Python, donc qui vous permet la même chose, mais qui pareil, qui reste focus sur Linux. Du coup, je vous ai mis la version Windows, parce que je ne sais pas si vous la connaissez, c'est le LOLBAS. Et vous avez également une version Fileless qui vous permet de jouer avec GTF Now. Donc assez intéressant. Et du coup, de ne pas avoir besoin de télécharger le programme sur votre machine. Ensuite, vous avez l'outil OSTE, donc, qui est un couteau suisse pour le scanner web. Pourquoi? Parce qu'il regroupe les avantages de pas mal d'outils utilisés, soit dans le fusing, soit dans le fingerprinting de sites web, ou donc, des outils comme Nikto, Zap, Nuclei, et j'en passe. Donc, outil assez intéressant. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc une interface graphique qui est disponible sur l'outil, qui change un peu des outils type Nikto, Zap, Nuclei et autres. Et ce qui forcément, qui dit GUI, dit que vous avez la possibilité à la fin d'exporter un rapport et donc de pouvoir l'utiliser après. Donc ensuite, on a l'outil Angry Oxide. Donc j'ai mis ce outil parce que je trouvais que c'était un bon compromis entre pas mal d'outils. Donc le nouvel MI du 102.11, pourquoi? Parce qu'il vous permet de faire beaucoup d'attaques sur le réseau, donc sur le Wi-Fi. Donc par exemple, vous avez la possibilité via l'outil de faire de la déauthentification. Vous avez la possibilité de faire de la récupération des SSID cachés. Vous avez la possibilité de faire du rogue AP. Vous pouvez faire faire de la rétrogradation de protocoles utilisés sur votre Wi-Fi, sur votre point d'accès. Mais faites attention, donc ça j'ai bien précisé que l'outil en fait par défaut, il s'amuse à attaquer tous les points d'accès qui sont accessibles pas loin de vous. Donc faites attention de ne pas faire n'importe quoi. Là bien sûr, quand je monte les outils, c'est soit dans un cadre professionnel où vous avez un contrat signé avec une personne, soit vous amusez à le faire avec un lab personnel, mais bien sûr, n'amusez-vous pas à faire ça chez vous, n'importe comment. Et donc, ce qui est bien, c'est que vous avez une interface graphique donc, qui est intégrée directement dans votre terminal, et l'outil est en Rust, donc il est assez rapide et assez propre. Ensuite, un petit peu de juridique, bon là, de business. Forcément, c'est un sujet qui a fait beaucoup parler aussi, donc j'en parle, sans donner d'avis. Donc le projet EMC2, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un projet européen qui a été mené par l'Agence européenne des médicaments, dont le but en fait est de faire avancer la recherche épidémiologique de façon générale. Euh, donc le prérequis en fait de ce projet, c'est le besoin en fait d'entreposer des données de santé, donc justement pour faire avancer la recherche. Et donc l'HDH, donc le Hip Data Hub, justement, qui gère ce projet, enfin, auquel a été confié le projet, a décidé d'héberger en fait cet entrepôt de données de santé chez Microsoft, donc précisément chez Microsoft Entra ID. Donc, du coup, a décidé d'héberger EMC2, et donc forcément, c'est parti sur un contrat de 3 ans, et ça fait du bruit. Pourquoi? Parce que la CNIL a annoncé en fait qu'ils avaient proposé du coup cette offre à différents, à des différentes solutions européennes de façon générale, et que personne ne répondait aux exigences attendues pour offrir cet hébergement. Et donc,
ce qui est intéressant de voir, c'est que OVH Cloud, NumSpot et Cloud Temple, ils sont certifiés Stacknum Cloud, avaient répondu justement à l'appel d'offres, mais ont été rejetés. Donc, si je les cite, ils disent que pour les conditions d'évaluation, certaines étaient assez surprenantes et d'autres assez injustes. Et donc, il y a pas plus d'infos à ce niveau-là. La seule chose qu'on sait, c'est que ça a fait beaucoup de bruit et qu'il y a une pétition qui a été déposée au Sénat et qui justement réclame à ce qu'une commission d'enquête sur la gestion des données de santé de la France, la société Microsoft, soit effectuée. Donc, je ne vais pas donner d'avis, juste expliquer actuellement ce qui fait du bruit. Ensuite, donc un fait assez inédit, donc un procès assez inédit. Donc en juin dernier, il y a eu un démantèlement d'un réseau d'escroquerie à la fausse convocation judiciaire, donc une opération conjointe police-gendarmerie, donc qui a mené à l'interpellation de 19 individus, donc 18 Français et un Belge. Donc un réseau qui avait quand même généré 3,5 millions de préjudices, plus de 150 000 signalements sur la plateforme Pharos, et pour aller même encore plus loin, 6 suicides. Donc, il y avait un procès en chambre correctionnelle donc fin janvier, donc ça c'est pour du coup l'aspect news. Donc, il y a eu 14 donc, prévenus pour les faits suivants: escroquerie, blanchiment, accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données. Et en peine, donc ils risquent jusqu'à 10 mois de prison avec sursis, à 36 mois, dont 24 mois sortie de sursis, et une amende demandée, donc je fais une faute, je la corrigerai après, donc qui peut aller de 10 000 euros à 100 000 euros. Et ensuite, donc ça c'est assez drôle, Apple, en fait, en novembre 2021, a déposé une plainte, donc une injonction contre NSO pour pour le fait que leur programme, que NSO utilisait ses logiciels et ses services, s'approprier en fait ces services, ces logiciels. Donc là, spécifiquement, utiliser la partie micro et caméra d'un iPhone pour justement jouer avec l'utilisation de faux Apple ID. Donc c'est même pas ce critère-là, c'est réellement juste l'aspect parce qu'ils utilisaient, s'approprier une partie des logiciels et des services fournis par Apple. C'est cette partie-là qui pose problème à Apple. Et donc, forcément, ce qui a amené à des pertes financières pour Apple. Et NSO, du coup, a demandé à ce que la plainte soit annulée pour la raison suivante, parce que la plainte n'a pas été déposée en Israël, parce qu'NSO se situe en Israël, et du coup a demandé à ce que la plainte soit annulée. Bon, je vous laisse taper dans le mille, la plainte n'a pas été annulée, n'a pas été rejetée. Et le point assez drôle, c'est qu'il y a une rencontre prévue entre NSO et Apple le 4 avril. Donc, je suis curieux de savoir ce qui va être dit et être fait. Et puis NSO doit répondre aux accusations qui ont été faites, à l'injonction qui a été faite par Apple, enfin, qui est demandée par Apple, avant le 14 février, donc avant demain. Spoiler, je crois que ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu de changement depuis. Donc à venir, donc les différentes conférences à venir. Donc JSSI on approche à grands pas, donc dans un mois. Je laisserai Hervé dire quelques mots après s'il désire sur la JSSI. Et donc vous avez plein d'autres conférences, donc faites attention à bien surveiller les billetteries qui ouvrent ces différentes conférences, pas les manquer, parce que ça part assez vite. Et on va finir avec la partie troll et faits divers, qui sont pas forcément que des trolls. Donc le premier point, c'est que je suis tombé sur un article qui a été fait donc sur lemagid.fr, donc sur les mousquetaires, donc le groupe. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que dans un seul article, il y a beaucoup de références à des solutions qui soit étaient utilisées par le groupe avant, soit qui sont encore actuellement utilisées par le groupe. Donc je trouvais ça quand même assez flou d'avoir autant d'informations sur le SI du groupe dans un seul et même article. Donc là, je vous ai mis donc les extraits et les informations qu'on apprend.
par exemple, le fait qu'ils utilisaient l'agent Tanium lorsqu'ils étaient en télétravail en période Covid. Ensuite, qui utilisent Sentinel-One pour la protection endpoint de leur poste, serveur, machine SCADA et autres, et même serveur en magasin. Qui ensuite, du coup, des systèmes industriels qui tournent sur XPS, SCADA. C'est pas forcément une grande surprise, mais bon à savoir là, quand on lit l'article. Et puis, enfin, on apprend qu'ils ont encore des Windows XP dans leur production, qu'ils utilisent un SIEM Splunk dans leur SOC, que leurs tickets sont émis avec les sentinelles et sont configurés dans un workflow configuré sur ServiceNow. Et donc, enfin, je trouve juste que ça fait peut-être un peu too much dans un seul et même article, ce qui du coup facilite forcément la tâche de leurs futurs ennemis. Après, j'espère que je suis juste parano et que c'est pas aussi grave, mais je trouve quand même que c'est un peu too much. Ensuite, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'était un podcast sur lequel je suis tombé. Donc, si vous connaissez le donjon de Naalbuck, et imaginez une version cyber. Donc, le nom du podcast, c'est Dialogue imaginaire du monde merveilleux de la cyber. Et oui, désolé, ce titre est aussi long. Et en fait, vous avez, du coup, je vous ai mis le site qui est accessible et qui me met à disposition le premier lien. Donc, pourquoi je vous l'ai mis là? Déjà parce que c'est super drôle. Après, on ne sait pas qui travaille sur ce podcast. Et donc, c'est un podcast un peu anonyme. Les voix, elles sont modifiées. C'est ce qui fait partie un peu aussi de la blague, donc qui se rapproche un peu des donjons de Nullbug ou Reflet d'acide pour les connaisseurs. Et donc, à voir si on a un petit peu plus d'infos sur le groupe qui gère le podcast. C'est assez drôle. Je vous laisse l'écouter. Ensuite, un point qui a fait du bruit pour au final pas grand-chose. Donc c'est une personne qui a fait une vidéo YouTube dans laquelle elle démontre qu'elle peut casser une clé BitLocker en 43 secondes. Donc ça, c'est ce qui est vendu par les personnes republiant l'article et n'ayant pas regardé la vidéo. Parce qu'en fait, quand on regarde la vidéo, on voit du coup que dans les 43 secondes, on a beaucoup de secondes. Il y a juste une personne qui s'amuse du coup à démonter l'ordinateur. Et donc, en fait, euh, ce qu'elle fait, c'est que donc elle démonte le capot de son ordinateur. Elle sniffe les signaux qui sont échangés avec la puce TPM. Donc la puce une puce TPM qui est externe, donc ce qui est relativement maintenant peu commun dans les nouveaux ordinateurs, vu que maintenant la, la puce TPM est directement incorporée au niveau du processeur. Et donc, il sniffe les signaux échangés grâce à une Pico et avec un circuit imprimé qui a été du coup rajouté à la Pipico. Euh, et donc, on le voit récupérer, bon, vous avez l'image tout en bas à droite, on le voit récupérer la master key du volume BitLocker qui est justement stocké dans la TPM. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc, déjà, je vous l'ai dit, le TPM est externe au processeur et c'est peu courant en 2024. Et il y a le fait que ce type d'attaque n'est pas récent, parce vous pouvez trouver un article qui a été fait en 2013 et qui évoque déjà ce type de scénario. Et ensuite, la personne le dit dans sa vidéo, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites donc, sur cet ordinateur. Il y a eu beaucoup de recherche-développement justement pour comprendre comment quel type de signaux sont échangés entre la puce et le processeur et justement a pu justement faire préparer cette démonstration avec beaucoup de recherche. Et donc, ça fonctionne sur cette machine-là, mais ça fonctionnera juste sur cette machine-là. Si vous le faites sur une autre machine, vous allez devoir pratiquer la même R&D sur votre machine. Donc, non, BitLocker n'est pas cassé. Tous les ordinateurs, tous les postes Windows ne sont pas vulnérables à ce scénario. Donc, faites attention, enfin, quand vous voyez des sites comme ça, un peu putaclic, de voir ils sont justes ou si c'est un peu too much.
Et après, bien sûr, si vous ne faites pas confiance à ce fait, et si vous voulez vous rassurer, vous pouvez toujours mettre un code PIN à BitLocker pour empêcher, même dans le cas où quelqu'un réussirait à récupérer votre master key, qu'elle ne soit pas dans la capacité de déchiffrer votre disque. Ensuite, ça, c'est plus pour les administrateurs système. Si vous êtes des fans d'LXD, donc une solution de containerisation, que le petit bébé d'LXC, qui ajoute beaucoup plus de choses, dont une meilleure gestion de la partie réseau. Donc, Canonical, en fait, était le créateur et le principal contributeur du projet. Donc, ensuite, forcément, il a été géré par Linux Containers, qui a beaucoup travaillé dessus également. Et la grande news, en fait, c'est que Canonical a quitté la communauté Linux Containers, donc a décidé de récupérer l'ensemble du projet LXD. Donc, le grand changement, beaucoup au-delà des noms de dépôts qui changent, forcément, avant ils étaient sur LXC, maintenant ils passent sur Canonical, le site vitrine qui change et les médias qui sont liés. Également en fait, le fait que Linux Containers partageait des images LXD pré-build, des images des Debian, des Ubuntu sur AMD64, ARM64, ce que vous voulez. Donc déjà pré-généré, prêt à l'emploi. Vous avez juste besoin de faire un LXC launch image et récupérer du coup votre image. Forcément, petit à petit, ils ont commencé à rendre inaccessibles ces images et ils ont arrêté d'en générer une nouvelle. Donc là, à l'heure aujourd'hui, je vous ai mis un peu la timeline. Vous pouvez voir que ça a commencé le 1er janvier et que ça se finit le 5 janvier. Donc là, maintenant, vous n'avez plus la possibilité malheureusement, de jouer avec LXD. Donc c'est triste. Et je dis des bêtises parce que du coup, c'est du 1er janvier jusqu'au 5 mai, mais si vous n'êtes pas dans les versions étendues, c'est malheureusement un peu compliqué. Donc, faites attention si votre prod dépend de ce genre de solution. Ensuite, un outil, j'ai presque fini, il reste 2 points. Donc, un outil qui a été développé par Kaspersky, l'entreprise russe. Une solution qui s'appelle iShutdown. Et donc, en fait, son but, c'est d'être capable de détecter la présence soit de Pegasus, soit de Rain, soit de Predator sur votre machine, et également détecter la présence d'autres malwares qui pourraient être présents dans votre machine. Donc, comment se fait-ce En fait, il va analyser un log qui s'appelle shutdown.log, donc qui est un log présent sur tous vos téléphones et en fait qui va enregistrer tous les événements qui sont liés au redémarrage de votre téléphone. Donc, il va enregistrer dans ce log le temps nécessaire à l'arrêt de chaque processus, donc forcément en précisant son PID. Et vu que ce fichier ne se supprime jamais, il contient des années et des années d'entrée, selon le temps depuis lequel vous avez votre téléphone. Euh, donc, il va aller analyser ce fichier et voir justement via les processus arrêtés, voir si il y a un malware une activité qui paraît suspect, ou et plus précisément, est-ce qu'il trouve des reliquats de Pegasus, Rain ou Predator. Et donc, il fait ça, donc ça, c'est son activité principale. Et ensuite, il va également s'amuser à analyser .log pour détecter la présence d'autres malware. Donc, vous avez l'outil qui est disponible, donc il est divisé en 3 scripts. Donc, c'est assez intéressant. Je vous laisserai aller voir. Et ensuite, le dernier point, donc Lockness, donc pourquoi j'en parle? Parce que c'est une solution française, super. Donc, qui est un gestionnaire de mots de passe, mais une solution physique. Donc, vous avez une photo tout en bas à droite, donc il n'est pas très gros. Le but, il est un petit peu plus grand qu'une clé USB, mais plus petit qu'un disque dur externe. Donc, sa caractéristique, c'est qu'il du coup dispose d'un USB-C et d'un émetteur Bluetooth, donc vous avez la possibilité de faire du sans fil avec. Il a plus de 10 jours d'autonomie dans le cas où vous utilisez 1h20 par jour, ce qui est déjà énorme en termes d'autonomie. Il n'y a aucune dépendance au cloud, donc on reste sur un truc réellement
réellement, enfin physique et j'ai envie de dire peer-to-peer avec votre machine. Toutes les données stockées sur sur Lockness sont chiffrées en AES 256. Donc là, vous n'avez plus de master key, donc vous n'avez plus besoin de vous souvenir d'une passe-phrase de 50 caractères, voire plus, si vous êtes des fous, comme moi. Et là, en fait, c'est juste un code PIN à connaître, donc un code PIN qui a 7 chiffres. Et donc, ils ont bien expliqué qu'au bout de 3 erreurs, et bah, vous aviez 10 minutes de bannissement, donc ce qui évite le brute force de la solution. Voilà. Et donc, prochaine réunion le 16 avril, pas en mars. Pourquoi? Parce que justement, il y a la JSSI. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup à Jérémy pour cet excellent panorama. Bravo. Merci.